Nous allons parler à présent de communication. Il y a 2 ans, la publication des Fossoyeurs a porté un rude coup aux acteurs privés du grand âge. Et puis, des entreprises privées dans un secteur aussi sensible que le vôtre, voilà, qui a toujours été sujet à suspicion. Comment dès lors communiquer positivement et mettre en valeur vos atouts? Nous en parlons immédiatement avec Jean-Christophe Amarantinis, Nelly Garnier et Elisabeth Roy. Voilà, installez-vous, Jean-Christophe, mesdames. Jean-Christophe entouré à sa droite de Elisabeth Roy, responsable du pôle communication du CINERPA. Bienvenue, Elisabeth. Tout va bien, Elisabeth? Bien. Et nous avons également avec nous Nelly Garnier, directrice de l'Observatoire des crises nouvelles chez Havas. Bienvenue, Nelly. Bonsoir, bonjour. Oui, on est entre les deux, on est entre chien et loup. Alors Nelly, justement, je commence avec vous. Vous êtes, je le disais, directrice de l'Observatoire des crises chez Havas. Vous accompagnez le CINERPA dans sa communication depuis 2018, comme le temps passe. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la crise de réputation que subit le secteur du grand âge ? Alors, comme j'ai coutume de dire, c'est vrai que c'est un secteur exceptionnel. C'est rare dans une vie professionnelle d'avoir un secteur qui est à ce point sous le feu des projecteurs. Et on a, pour divers événements, c'est vrai on a commencé, enfin moi j'ai commencé au nom d'Havas à accompagner le CINERPA en 2018. À l'époque, c'est cette fameuse crise, on ne les met pas au lit, on les jette, ce mouvement social qui commence à donner lieu à un certain nombre de papiers, de documentaires, de reportages d'investigation, et c'est cette phase qu'on appelle l'EHPAD bashing. Ensuite, on a un premier moment exceptionnel pour le secteur qui est la crise sanitaire, et en réalité, si on regarde sur les années passées, c'est le moment où il y a eu le plus de retombées presse et le plus d'attention médiatique sur le secteur des EHPAD, avec finalement un regard qui était positif, puisque ça a mis en avant eh bien, le professionnalisme des acteurs du grand âge, le dévouement des professionnels, ces personnes de première ligne, et puis on a enchaîné sur cette haute grosse crise, mais qui finalement en termes de volume médiatique était un peu inférieure, qui était la crise ouverte par la publication des Fossoyeurs. Alors aujourd'hui, même si vous n'avez pas les chiffres, vous êtes en mesure de constater que on parle moins des EHPAD et qu'on est sorti du gros de la crise médiatique. Je le rappelle, au moment, par exemple, de la publication des Fossoyeurs, on est autour de, dès qu'il y a un rebond, de 500 publications dans une journée autour de la problématique EHPAD. Aujourd'hui, c'est même pas potentiellement ce qu'on va atteindre dans l'année, 500 publications autour de cette problématique. Donc on voit bien qu'on est dans une forme de retour à la normale. Il n'empêche que tous ces projecteurs qui ont été braqués sur le monde du grand âge, eh bien fait que ça a très durablement marqué l'opinion. Par exemple, j'avais déjà repris ce chiffre, quand il y a une étude sur les sujets de discussion des Français en mars 2022, on est à quelques mois de l'élection présidentielle et vous savez que les Français sont un peuple politique. Quand on leur demande de quoi discutez-vous avec vos collègues, avec votre famille, ils disent 1, la guerre en Ukraine, 2, la crise des EHPAD, 3, l'élection présidentielle. Donc quand vous avez eu ce niveau de pénétration dans l'opinion, eh bien même si ensuite vous avez un apaisement en termes médiatiques, eh bien, l'opinion elle est durablement façonnée. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que à travers, on en parlera tout à l'heure, du baromètre IFOP, on voit qu'il y a une hypersensibilité de l'opinion qui fait que sur un petit événement, eh bien on a toujours le risque de repartir en crise médiatique, de regagner comme ça cette attention médiatique, et donc ça amène à avoir beaucoup de pédagogie et à rester très mobilisé sur ce front. C'est la ligne qu'on a définie avec
avec le CINERPA, de continuer à être très présent dans une posture avant tout de pédagogie et de transparence, et c'est ce qui a été mené cette année encore. Alors, Jean-Christophe, tu as été très présent dans la presse tout au long de l'année. Tu nous l'as dit ce matin, près de 70 interviews dans les médias au cours de l'année. Comment le CINERPA a-t-il mis en œuvre cette stratégie de communication pour porter la parole du secteur? En fait, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un travail d'équipe. Donc, en fait, on travaille à la fois avec notre prestataire, Nelly, de l'agence Avas, depuis plusieurs années, qui nous dresse un plan de com, qui nous aide pendant la gestion de crise. En interne, avec Elisabeth, donc, qui est la responsable communication, qui chapeaute toute la partie image, communication, plan de com. Et d'ailleurs, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas souvent. On travaille également avec les membres de la commission communication, qui sont des représentants d'un certain nombre de réseaux importants au niveau de notre fédération, et qui est composé d'ailleurs de directeurs d'affaires publiques ou de directeurs de communication. Et donc, il y a tout un jeu de partenariat, d'interface et de stratégie à déployer entre cette communication, l'actualité, et les messages que l'on veut déployer avec nos adhérents et avec l'équipe. Voilà, donc il est important que vous sachiez qu'on n'est pas là comme ça livré à nous-mêmes et qu'on travaille en électron libre. Bon, moi, en ce qui me concerne, donc comme je vous l'ai indiqué ce matin lors de mon intervention, donc d'abord, il y a eu tout un travail, enfin, c'est pas il y a régulièrement un travail de pédagogie, de conviction, d'explication à faire avec à la fois les médias spécialisés, qui nous suivent et qui connaissent parfaitement nos sujets, et tous secteurs confondus, mais également des médias un peu plus généraux, avec des quotidiens, des interviews au niveau radio, voilà, pour expliquer tout simplement comment ça se passe dans la vraie vie, dans nos établissements, dans nos services, pour expliquer qu'on n'est pas les grands méchants loups que l'on pourrait imaginer, pour expliquer aussi comment ça fonctionne d'un point de vue charge, d'un point de vue recette, d'un point de vue gestion du personnel, d'un point de vue réglementation, tarification, autorisation, contrôle, voilà, toute cette pédagogie simple, concrète, pratique, qu'il faut faire, qui est d'ailleurs fastidieuse, parce que bon, quand vous le répétez des dizaines de fois, t'entends vous demander si vous êtes en train de devenir dingue, mais bon, c'est comme ça, et il faut le faire. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail. Ensuite, il faut faire passer des messages, porter des propositions. Alors, simplement, là aussi, parce que nos interlocuteurs, les médias, sont nos relais. Et donc, quand on fait passer des propositions techniques ou pratiques, il faut qu'on les explique avec des mots qu'ils comprennent, avec des exemples précis. En revanche, ce sont eux qui les répercutent et qui les ramènent devant l'opinion publique. Et c'est comme ça qu'ensuite, on arrive à transpercer des administrations, des élus, parce que le message arrivant des médias, c'est bien plus simple derrière de passer et de dire « Ah oui, mais d'accord ». Donc on arrive à faire ce travail qui est assez efficace. Bon, ensuite, on a, il faut que vous le sachiez, un énorme problème à gérer, c'est que régulièrement, et c'est normal, il y a des incidents, des éclats dans la presse de situations qui posent problème dans tel ou tel établissement, et à chaque fois, on nous remet sur la table, oui, vous êtes les méchants, vous êtes là pour vous goinfrer sur le dos des personnes âgées, et donc à chaque fois, on nous ressort la triste histoire d'il y a 2 ans. Voilà. Donc il y a tout ce travail qui est à la fois un travail de pédagogie pour essayer de sortir de cette triste histoire que nous avons vécue les uns et les autres, avec donc encore une fois un travail de conviction classique, pédagogique à faire avec nos interlocuteurs, avec donc des propositions. Et de temps en temps, on est pris dans un étau médiatique à scandale, parce que la scandale, ça fait vendre, et c'est là que ça devient délicat. Mais bon, maintenant on est rodé, ça fait juste 2 ans et demi qu'on gère ça, donc on sait faire. Voilà. Mais c'est pas évident. Voilà. Et donc, je crois que j'en ai terminé sur cette première question. On va passer la parole à Madame Roy.
Elisabeth, Elisabeth, vous êtes la directrice de la communication du CINERPA. Alors, expliquez-nous la mécanique de la campagne de communication autour de l'étude Roland Berger. Alors, cette campagne, je rappelle qu'elle a été réalisée sous l'impulsion de la commission communication, que je salue ici chaleureusement. Au-delà de la mécanique en fait, du travail créatif et de la stratégie de déploiement de cette campagne, pour être vu et entendu, on a pris le parti pris de remettre en fait, le grand âge au cœur des débats qui agitent la société. Et pour cela, on a choisi en fait, de se servir des chiffres de l'étude Roland Berger comme autant d'arguments d'autorité pour en fait mettre en lumière et en récit la réalité chiffrée de notre secteur et du vieillissement de la population. On a voulu interpeller les pouvoirs publics et les leaders d'opinion en leur rappelant le rôle essentiel que joue notre secteur. On a voulu aussi, dans une démarche plus pédagogique, donner au grand public les informations nécessaires pour comprendre les enjeux du vieillissement de nos populations, mais aussi pour opérer une prise de conscience qu'on y sera toutes et tous un jour confrontés. Et enfin, dernier objectif et pas des moindres, on a voulu mettre en lumière tout le travail de réflexion qui est mené par nous, acteurs privés du grand âge, en tant qu'apporteurs de solutions concrètes pour relever ces défis. Nelly, d'ailleurs, je rappelle que il y a beaucoup de critiques sur le secteur privé qui ne représentent au total que 22% de tous les EHPAD. Hein. Donc ça, c'est utile de le rappeler. Je tiens cette information de première source, c'est Luc Broussy. Hein. Bon, donc là, c'est du sérieux. Donc, on remarque que le secteur privé est particulièrement visé par les critiques. Comment l'expliquez-vous? Alors, il y a plusieurs paradoxes en France. Il y a un premier paradoxe, c'est que, et c'est vrai que les adhérents, enfin, le secteur, voilà, la communauté du CINERPA le remonte souvent, de dire qu'il y a une forme d'injustice parce qu'on a l'impression que l'opinion penche toujours vers le secteur public, alors même que voilà, il peut y avoir aussi des défaillances dans le secteur public et il y en a tout autant, voire plus. C'est vrai qu'on est dans ce grand pays de l'État-providence où le citoyen, dans son cœur, il va pencher vers le secteur public. Et en même temps, ce qui est intéressant, et c'est le premier paradoxe, c'est qu'on remarque que l'usager, dans les études d'opinion qu'on fait, il va souvent pencher vers le secteur privé. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, est-ce que vous êtes très attaché à l'hôpital public, par exemple? Ils vont dire oui, mais est-ce que vous préférez vous faire soigner dans l'hôpital privé et dans l'hôpital public? Il y en a beaucoup qui vont dire on a plus confiance dans le privé. Ça va être pareil, on constate le même phénomène par exemple avec l'école où on a cet idéal de l'école publique et en même temps on a cet afflux des gens vers le secteur privé. Donc ça c'est un premier paradoxe de l'opinion. Je dirais le deuxième, c'est qu'il y a effectivement, on a cette valorisation du public, mais du même côté, on se rend compte que les gens font plus confiance à l'entreprise pour répondre à leurs problèmes. Et ça a été très perceptible, par exemple, pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a vu que les Français disaient finalement, l'État n'est pas capable de réagir rapidement. L'État se retrouve complètement bloqué pour faire venir des tests, avoir des masques, alors qu'on a vu des entreprises très agiles qui apportaient des solutions. On pense, par exemple, à LVMH ou Tereos, les betteraviers, qui sont tout de suite mis à faire du gel hydroalcoolique. On pense à des entreprises qui étaient dans le textile, qui se sont tout de suite mis à faire des équipements de protection pour les soignants. Et donc, on a vu ça revaloriser, finalement, cette force de solution, surtout dans un monde où il y a le sentiment d'une impuissance des pouvoirs publics, où finalement, on croit de moins en moins dans la capacité des politiques et de l'État à agir. On porte des valeurs très positives sur le secteur privé et c'est par exemple aussi très sensible, on le voit chez Havas dans les acteurs qu'on accompagne en matière de développement durable. Aujourd'hui, quand vous interrogez les Français, ils ont plus confiance dans l'entreprise pour faire changer les comportements et répondre aux défis climatiques que finalement dans le monde politique et des pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que quand finalement on a travaillé sur cette table ronde et qu'on a dit fiers d'être des entrepreneurs, c'est de dire on va profiter, on va finalement pas toujours se dire tiens le monde est injuste parce qu'on a l'impression que le cœur de l'opinion penche vers le public, mais se dire réinvestissons avec fierté
toutes ces valeurs positives qui sont associées au secteur privé, qui sont la création d'emplois. Et on sait que les Français sont très attachés à tous ceux qui créent des emplois. C'est quelque chose qu'ils respectent beaucoup. Le fait d'accompagner les carrières, la valorisation du travail, des mérites, ce sont aussi des valeurs qui sont perçues très positivement. L'agilité, l'innovation, le fait de ne pas être le bon usage des deniers publics aussi. C'est vrai que les Français, qui aient une forme d'efficience, ce sont des points qui sont très souvent mis positivement en avant. Et donc, dans la manière dont on doit travailler pour finalement, après avoir été des périodes où on parait les coups, parce que quand vous êtes dans le cœur de la crise, d'abord vous vous défendez, vous parez les coups, mais dans cet espace qui se rouvre, puisque je disais qu'on est dans une période où finalement on est sorti de la période de la crise de réputation, mais on a encore une confiance à rétablir, eh bien, il y a autour des valeurs de tout cet imaginaire positif, et ce matin, Jean-Laurent Casselli disait, est-ce qu'il y a un imaginaire ou un récit autour du grand âge? Eh bien, il y a du côté des valeurs entrepreneuriales, de la capacité d'investissement, d'innovation, de création de nouveaux modèles, et j'entendais encore ce matin les gens qui disaient il faut répondre aux défis de 2030, mais avec des modèles diversifiés. Eh bien, le privé, il a cette capacité à imaginer de nouveaux modèles. On a là tout un champ pour construire un récit positif qui va, eh bien, sur le long terme, redonner eh bien, toute une image positive à ce secteur du grand âge. Elisabeth, quels sont les éléments positifs relatifs au secteur privé qu'a permis de faire ressortir l'étude Roland Berger ? Alors, cette étude, ce qu'elle fait ressortir, c'est surtout que les établissements privés, ce sont des acteurs clés capables d'innovation et d'efficience pour accompagner et répondre aux besoins non seulement exponentiels, mais aussi polymorphes du vieillissement de la population. Pour résumer les points saillants de cette étude qui vont soutenir ce propos, c'est tout d'abord la complémentarité en fait avec le secteur public et associatif. Le secteur privé, il soutient l'offre sur des territoires déficitaires en capacité d'accueil et prend en charge bien souvent des résidents plus dépendants. Autre point à rappeler, les EHPAD privés portent 40% de l'activité de la filière, ce qui est quand même assez conséquent. Et une donnée intéressante, entre 1996 et 2019, 37% des nouvelles places en EHPAD ont été créées par les acteurs privés du grand âge. Deuxième point, ça va être l'impact en fait sur l'emploi. Le secteur privé en 2022, ce sont 117 000 emplois créés, bien souvent majoritairement des emplois locaux, non délocalisables, vecteurs de sens et d'inclusion sociale, mais également des parcours de formation et des perspectives de carrière nombreuses. Et enfin, troisième point, c'est la capacité d'investissement des acteurs privés du grand âge. Ces 25 dernières années, 40% des investissements qui ont été réalisés dans le grand âge ont été réalisés par les acteurs privés. Donc ces points soulignent à la fois notre capacité d'innovation et d'investissement de notre secteur et son rôle crucial en fait dans la gestion du vieillissement de la population. Jean-Christophe, à partir de ce constat, quels vont être les éléments sur lesquels vous allez communiquer prochainement ? Eh bien, écoute, d'abord, on va faire un feedback sur le congrès, sur tous les sujets, notamment de cet après-midi, sur lesquels on a travaillé, et notamment la solvabilisation de la dépendance et du risque qui ne peut plus être, on l'a bien vu, assumé potentiellement par la puissance publique. Donc, on va faire un retour à nos amis journalistes, à nos amis des médias. Et on va donc écrire aussi pour porter ces propositions avec un certain nombre de partenaires auprès des administrations, auprès des élus, comme on l'a toujours fait. Ensuite, les sujets prioritaires, je vous l'ai expliqué ce matin, on est toujours sur nos problématiques d'attractivité et donc à la fois d'équité, puisque le combat actuel, c'est le combat des primes de suggestion qui doit être intégré au secteur, enfin, doit être alloué au secteur des EHPAD privés commerciaux. Donc ça, c'est mon cheval de bataille actuel. On a également la fameuse convention collective 1933. Je suis désolé d'en reparler encore, mais pour nous, c'est important parce qu'on travaille dessus depuis des mois et avec les partenaires sociaux. Et donc là, on est dans une espèce d'équation où elle doit s'appliquer sans financement. Enfin bon, voilà, on est en train d'essayer de se sortir d'une situation qui
qui nous met en difficulté. Donc on a bon espoir d'y arriver. Donc là, je viens de recevoir un texto. On a rendez-vous avec nos collègues de la FHP mercredi à 8h30 avec Madame Vautrin, donc pour parler de ce sujet-là. Donc peut-être qu'on va réussir à le dénouer. Donc ça, c'est nos sujets, donc les sujets d'attractivité. J'en ai parlé également ce matin, donc les sujets de pénibilité. Donc on voudrait vraiment être force de proposition sur comment être moins pénible dans nos établissements, dans nos services, et comment faire aussi monter en compétences et en qualification les salariés qui exercent au quotidien ou que l'on voudrait attirer dans nos établissements et dans nos services. Et là, ensuite, on va avoir tout un travail qui va d'ailleurs être complexe, puisque compte tenu des échéances politiques à venir, on ne sait pas trop comment on va gérer cette affaire-là. On a le PLFSS 2025 à préparer, puisque le PLFSS, c'est les dotations assurance maladie qui vont être ensuite délivrées, distribuées à l'ensemble des opérateurs que nous sommes et dans tous les métiers. Et donc tout ceci doit faire l'objet d'un travail de conviction et de persuasion auprès de nos différents interlocuteurs que nous allons certainement découvrir dans les prochaines semaines. Voilà, donc ça c'est tout notre agenda, tout notre travail qui est prévu pour les prochaines semaines, et donc on va s'y atteler dès la semaine prochaine. Et bien entendu, on est toujours à essayer de trouver des solutions pour essayer de reconstruire une image positive, non pas reconstruire, de continuer à construire. Elle a bien redémarré notre image, je pense qu'on est pas mal, donc l'image elle est maintenant très positive au niveau de l'opinion publique, mais on veut quand même la renforcer et toujours être innovant et trouver des solutions pour sortir un peu des sentiers battus. Voilà. Eh bien, restez convaincants et persuasifs, pour reprendre tes mots. Juste avant de vous laisser, une petite annonce, Elisabeth. Oui, alors je tiens à vous annoncer que le CINERPA lance son nouveau site aujourd'hui. Il est mis en ligne, il était très attendu, il me semble. Je salue le travail de Roxane dans mon équipe qui a géré ce projet d'une main de maître, avec EcoAgence, et Antoine également qui l'a épaulé là-dessus. Voilà. Bien. Donc un site plus moderne. Eh bien, nous irons voir. Voilà, on ne vous a pas mis de visuel, c'est pour vous obliger à aller le voir. Merci infiniment, merci Elisabeth, merci Jean-Christophe. Nelly, tu restes avec nous, s'il te plaît, bien sûr. Oui, on la garde, on a encore besoin d'elle. On vous applaudit, Jean-Christophe, Elisabeth, on vous laisse regagner la salle.